on va rentrer un petit peu plus sur ce qu'on peut faire de blockchain. Puisque désormais c'est une technologie qui est considérée par tout le monde évidemment comme majeure et qui va s'imposer dans tous les systèmes d'information. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'anticiper. On peut rappeler que la France est assez en pointe sur ce sujet-là au plan réglementaire, puisque nous sommes le premier pays à avoir légiféré sur l'inscription des titres financiers sur des blockchains. Et on parlera tout à l'heure avec l'AMF, on a parlé tout à l'heure plutôt également sur la facilitation des ICO et la domiciliation des ICO sur le territoire. Donc on voit qu'il y a un gros sujet blockchain. Et on va regarder maintenant, c'est de comprendre l'impact de cette technologie sur la donnée en tant que telle, sur la possibilité que ça donne, sur la facilitation des échanges, sur la sécurisation. Et donc pour ça, on a deux invités, deux intervenants, Ambre Soubiran, qui est présidente de Kaiko, qui va nous dire un mot sur Kaiko, et Arthur Breitman, qui est fondateur de Tezos. Et Arthur, tu vas aussi nous présenter Tezos. Donc Ambre, peut-être sur Kaiko. Merci. Donc Kaiko est une société qui en fait enregistre en temps réel les ordres qui sont placés sur les marchés où s'échangent les monnaies digitales, ainsi que tous les trades qui sont exécutés. L'intérêt de faire ce qu'on fait, c'est en fait, comme il n'y a pas de prix qui est défini pour que ce soit le Bitcoin ou n'importe quelle autre monnaie, elle est définie uniquement par le prix à laquelle les gens veulent bien se l'acheter et se le vendre. Et vous le savez sans doute, les prix sont différents en fonction des géographies. Le Bitcoin contre le dollar ne va pas traiter au même prix aux États-Unis, en Asie et dans d'autres géographies. Et nous, on récupère en fait toute cette data dans le monde entier et on la redistribue aux gens qui ont besoin de consommer cette data pour avoir une idée d'à quel prix traitent les monnaies digitales. Donc on est dans la data côté market data, vraiment. Okay. Peut-être une présentation de Tezos également, qui a réalisé une ICO de grande ampleur il y a quelques temps. Oui, alors Tezos est un protocole de blockchain pour gérer un livre de compte distribué, donc un peu dans la même veine que Ethereum ou que Bitcoin. La particularité donc, de Tezos, qui est aussi une plateforme de contrat intelligent, c'est de donner la possibilité à ses utilisateurs, à ses participants, de participer à la gouvernance du projet. Quand on voit aujourd'hui ce genre de projets comme Bitcoin ou Ethereum, on ne pense pas nécessairement à la gouvernance, on pense que ça existe et ça ne change pas, mais en fait il y a beaucoup de parties communes qui doivent être gérées dans ces projets, comme l'innovation, comme l'utilisation de la bande passante, et pour gérer toutes ces ressources, nous donnons en fait la possibilité aux utilisateurs de collectivement le faire. Quand on parle de blockchain, on parle évidemment de blocs, et dans ces blocs, il y a de la donnée. C'est le thème donc de la journée. Et ces données, on peut se poser la question demain de savoir quel type de données seront inscrites dans les blockchains. Et si finalement les blockchains ou la blockchain, on verra après, vont remplacer les bases de données traditionnelles, ou au contraire s'interfacer avec elles. Alors pour moi, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on veut faire de la blockchain en question. Et la blockchain a en fait certains avantages par rapport à des bases de données que n'ont pas les bases de données par rapport à la blockchain. C'est-à-dire que pour tout ce qui doit être auditable, c'est-à-dire où on a besoin d'avoir un historique dans le temps, où on a besoin de voir voilà, quel est l'état des choses aujourd'hui, très bien, une base de données classique peut le faire, mais quelle a été l'évolution de cette base de données qui a permis d'arriver à l'état actuel. Dans ce cas-là, la blockchain, je pense, présente un avantage. Il y a un point commun entre les deux, c'est que les blockchains stockent des données. Ceci dit, les blockchains ne sont pas des bases de données, ne se substituent pas aux bases de données. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de critiques de la blockchain qui disent « Oh, regardez comme base de données, qu'est-ce que c'est mauvais ». Mais évidemment, ça n'est pas censé être une base de données. Mettre les données, quand on met une donnée sur une blockchain, c'est une donnée qui va être diffusée dans le monde entier, répliquée sur des milliers et des milliers d'ordinateurs de manière très sécurisée. Ça n'est pas le bon outil pour la plupart des données, et ça n'est pas fait pour ça. Donc la taille de ce qu'on stocke sur une blockchain est toujours un premium. Hein. C'est toujours plus cher de mettre une donnée sur une blockchain. Donc tant que possible, il faut essayer d'éviter de mettre ces données. Par exemple, on voit aujourd'hui sur le réseau Bitcoin des technologies comme Lightning qui permettent de faire des transactions entre différents parties sans avoir à les inscrire sur la blockchain. Donc il y a un aspect de données sur la blockchain, mais ça n'est pas fait pour se substituer à ces bases de données. Quelle interface de blockchain avec les bases de données traditionnelles ? C'est-à-dire comment on les interface ? Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, toutes les bases de données
ou une très grande partie des bases de données, notamment dans l'industrie financière, ait un lien avec blockchain? Je pense qu'il n'y a pas besoin, comme vient de le dire Arthur, de remplacer les bases de données actuelles qui sont très bien pour beaucoup d'utilisations. C'est-à-dire qu'effectivement, la blockchain, comme on le disait tout à l'heure, c'est lourd. Il faut répliquer cette information sur tous les nodes qui détiennent cette information. Ça a un intérêt par rapport à une base de données pour moi, dans le sens quand on ne veut pas avoir un administrateur de base de données, par exemple. C'est-à-dire que quand il y a un problème de confiance, où on ne veut pas qu'une seule personne puisse se connecter à la base de données, supprimer des choses, rajouter des choses, en fait. Et là, la blockchain présente un intérêt. Mais effectivement, ça va avec le fait que c'est plus lent et ça coûte plus cher. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. On parle souvent de cadastre immobilier, par exemple. Là, ça fait du sens d'avoir quelque chose de transparent, de vérifiable, d'auditable, avec une évolution dans le temps, et où il n'y a pas une personne qui peut se connecter et changer les choses. Donc dans ces cas-là, ça fait du sens. Dans d'autres choses, par exemple du stockage d'informations pures, où il va y avoir de nombreuses requêtes qui vont être faites pour récupérer l'information de cette base de données, là, ça fait beaucoup moins de sens. Il y a aussi peut-être un point qui est potentiellement intéressant, c'est en termes non pas de stocker les données, mais de représenter les droits d'accès aux données. Par exemple, certaines bases de données peuvent dire nous allons donner accès à une personne. Mais ça, c'est assez statique. Une personne a le droit d'accès tout le temps. On aimerait avoir des permissions un peu plus fines. Donc il y a une solution qui est d'essayer de dire on va centraliser toutes ces permissions, on va avoir des langages de règles de permission assez complexes. Ou alors on peut dire on ne va pas s'occuper de ça, on va mettre tout ça sur une blockchain et tout ce que fera la base de données, c'est interroger la blockchain, regarder l'état d'une variable et dire si cette variable a la bonne valeur, je pense que cette personne a accès. Et derrière, il peut y avoir tout un ensemble de preuves compliquées qui ont été mises en place pour arriver à ce résultat. Mais pour la base de données, c'est très simple puisqu'elle n'a qu'à interroger un état et dire j'ai accès, j'ai pas accès. C'est beaucoup une question de signature en fait. C'est qu'une information qui est enregistrée dans une base de données, ça peut être par exemple pas un document tout entier qui contient toutes les informations, mais justement juste une adresse sur où trouver ce document, un hash de ce document et la signature de la personne qui a accès à ce document. Et en fait, ça permet de vérifier en fait la vérifiabilité, je ne sais pas si ça se dit en français, d'un document sans avoir directement à stocker l'intégralité de la data dans la blockchain. Donc en fait, il y aura certaines informations, ça peut être les droits d'accès, ça peut être d'autres sujets, qui seront stockés dans la blockchain, pas forcément toutes, et certaines bases de données pourraient avoir un avantage à être interfacées avec blockchain, et pas forcément toutes. Si on se projette maintenant à horizon long terme, on regarde dans 20 ou 30 ans, est-ce qu'on va vers une hégémonie d'une blockchain, ou au contraire, on aura une multitude de blockchains qui communiqueront entre elles, ou pas d'ailleurs, ou alors quelques blockchains majeures qui finalement auront trusté le marché. Comment vous voyez les choses ? Alors moi je pense qu'on va avoir de la concentration pour plusieurs raisons. Il y a des raisons technologiques et il y a des raisons économiques. D'un point de vue technologique, il y a l'interopérabilité entre les blockchains est possible. C'est-à-dire qu'on peut porter une partie du consensus d'une blockchain vers une autre. Ça peut se faire, il y a des technologies qui sont en train d'être développées pour essayer de le faire de manière plus aisée. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle Cosmos qui est vraiment centré là-dessus. Ceci dit, il y a toujours un coût à le faire. Et ce n'est pas comme l'interopérabilité des réseaux. Quand on a deux réseaux, il suffit d'avoir un ordinateur au milieu qui va traduire d'un réseau à l'autre. Ça n'est pas très difficile. Quand on parle de porter un consensus, il y a toujours quelque chose qui est dégradé. C'est-à-dire que si sur la blockchain B, j'ai envie de savoir ce qui se passe sur la blockchain A, je vais avoir besoin d'une sorte de preuve de ce qui s'est passé sur A, mais cette preuve, elle n'aura jamais autant de valeur que si j'étais directement sur A. L'autre raison, c'est que pour justifier plusieurs blockchains d'un point de vue économique, il faut qu'il y ait des compromis dans la conception. Si une blockchain, si pour qu'une blockchain fasse X, il faut qu'elle soit, ça lui donne des difficultés à faire Y, et qu'une autre blockchain veut faire Y et pas faire X, là il peut y avoir la différenciation. Or, ces compromis dans la conception des blockchains, il y en a très peu. Il y a des gens qui ont essayé de dire pendant un moment, oui, regardez, il va y avoir des blockchains avec des smart contracts et des blockchains sans les smart contracts, parce que il y en a qui auront l'avantage de les avoir, mais en fait, il n'y a pas d'avantage à pas vraiment en avoir. Il y a peu de fonctionnalités qui représentent des désavantages. Il y en a quelques-uns. Donc, il y a des j'ai envie de dire trade-off, je ne sais pas comment dire, des compromis.
C'est pas exactement ça, mais il y a des compromis qui existent. Un compromis qui existe, c'est autour de la sécurité et de la latence. Il y en a un. Si on veut quelque chose de très rapide, on va peut-être perdre un peu de sécurité. Il y a des compromis, et on peut jeter un peu là-dedans la décentralisation. Donc on peut avoir des systèmes qui sont peut-être un peu plus centralisés, un peu plus rapides, où on peut avoir un petit peu moins confiance. Donc certains de ces compromis existent, mais il y en a relativement peu. Donc ça, c'est au niveau des technologies qui vont pousser ces choses-là, à mon avis, à adopter une plateforme unique. Après, deuxième chose, il y a la compétition entre les jetons différents. Donc par exemple, une blockchain comme Ethereum est une seule blockchain, c'est une seule technologie, mais dessus il y a plein de jetons. Alors il y a les jetons Ethereum, il y a les jetons Gnosis, il y a les jetons de toutes sortes. Et l'idée de beaucoup de gens autour de l'écosystème Ethereum est de dire tous ces jetons-là vont coexister. Il va y avoir un jeton pour pouvoir acheter des droits, utiliser des marchés de prédiction, un jeton pour avoir le droit d'utiliser des voitures ou quoi que ce soit. Et ça, je pense que de manière générale, de manière économique, ça ne marche pas. Il y a toujours une pression à utiliser le moyen d'échange le plus liquide. Les services qui seront en fait sur ces blockchains offerts contre des tokens natifs, contre par exemple des SR à la place d'un jeton X ou Y, auront un avantage. Donc je pense qu'aussi il y aura une concentration au niveau des jetons. Juste une question là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a souvent un amalgame entre jetons et blockchain, où les gens ont l'impression que quand c'est un jeton différent, je prends l'exemple de n'importe quel jeton qui marche sur Ethereum, les gens ont l'impression que c'est une blockchain séparée. Donc quand tu dis qu'il va y avoir l'hégémonie d'une blockchain et que en fait il y en a une qui prendra plus son aval, mais en même temps on est en train de dire que on veut pas non plus compromettre certains principes de la blockchain et qu'on veut pas non plus polluer en fait le trafic d'une blockchain par l'utilisation dédiée à un autre service qui serait pas le service principal de. Donc là-dessus, est-ce que tu penses que tu peux peut-être expliquer un tout petit peu, parce que ça peut être intéressant d'avoir une blockchain pour un service dédié, mais est-ce que tu penses que c'est juste les jetons qui vont être créés là-dessus? Déjà, je ne pense pas que ça va être juste une, parce qu'il y a quand même quelques compromis qui existent. Et puis, ce serait peut-être l'état de Blue Energy, mais on va cristalliser dans quelque chose d'autre. Donc, il y en aura peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura 3 ou 4, peut-être qu'il y en aura 10, mais il ne va pas y en avoir 20 000. Ça, c'est la manière dont je regarde les choses. Aujourd'hui, si on regarde les réseaux, la plupart des réseaux, c'est TCP/IP sur Internet. Alors oui, on fait un petit peu du DP, il y a encore aussi HTTP, SMTP, mais dans l'ensemble, c'est pas non plus des millions de protocoles différents qui existent. Je pense pas que ce soit parasitaire, en le sens, c'est pas parasitaire d'un point de vue technologique d'avoir un sous-jeton. Par exemple, un sous-jeton sous Ethereum, il paye des frais de transaction en ICER. Donc il paye quand même son loyer. Mais c'est parasitique en ce sens où les gens ont l'impression qu'ils ne se font pas compétition, mais en réalité ils se font compétition. Si je lance un jeton sous Ethereum en disant regardez, ça va être le jeton qu'on va utiliser pour payer, mais pour accéder, je sais pas, à crêperie en France, je vais accepter que les jetons crêpes. En fait, on est en train de faire concurrence à ICER, parce que pourquoi ne pas accepter ICER ou pourquoi ne pas accepter Bitcoin? Donc ces jetons-là, même s'ils se présentent sur des fronts différents, ils sont foncièrement tous en compétition. Qu'est-ce que ça veut dire sur la valeur des jetons? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme lien entre la valeur d'un jeton et ce qu'il peut représenter? Pour moi, la valeur d'un jeton, en fait, c'est donc déjà aujourd'hui, il y a très peu de services qui aujourd'hui déjà fonctionnent, où on peut utiliser des jetons pour utiliser un service. La plupart des ICO qui ont été émises l'année dernière ont permis à des boîtes de lever de l'argent, mais contre la promesse d'un service futur. Donc la valeur actuelle des jetons ne représente pas forcément la valeur future, ça représente vraiment l'idée que les gens se font du service qu'ils voudront utiliser et évidemment l'anticipation d'un revenu futur. Souvent, malheureusement, ça a été ça l'année dernière. Mais pour moi, la valeur d'un token à l'avenir, ça représentera en fait le prépaiement d'un service que l'on a l'intention d'utiliser. Donc pourquoi j'achète aujourd'hui à 1 € ce token-là? Je l'achète parce que j'ai l'intention de me servir du token pour utiliser en fait le service qu'il représente. Qu'est-ce que ça signifie dans une hypothèse que tu développes, Arthur, où finalement on irait vers une ou quelques blockchains qui représenteraient une certaine hégémonie sur le marché? Qu'est-ce que ça signifie pour... Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la valeur future des jetons? Ah bah ça, moi je sais pas. Je regarde. Moi, je regarde les fondamentaux. Je donne pas des conseils là-dessus. Je regarde les fondamentaux économiques et les fondamentaux technologiques qui sont derrière.
Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a de la concentration. On a vu une baisse de la concentration, hein, ceci dit. Il y a une métrique qui est la dominance de Bitcoin. C'est-à-dire, on regarde le nombre de Bitcoin fois le prix du Bitcoin, et on compare ça au nombre de d'Ether fois le prix de l'Ether, le nombre de toutes les autres cryptocurrencies qui existent. Et cette hégémonie en 2016 était autour de 90%, et elle est tombée, il y a un moment, elle est tombée presque à 50%, donc là, elle a remonté un petit peu. Mais donc, on a été quand même, la tendance pour l'instant me donne pas raison, hein, la tendance a été plutôt à une distribution, mais je pense qu'on va revenir vers de la concentration. Il y a une position chez les gens qui aiment le Bitcoin qui est une position assez dure, qui est la position du maximalisme Bitcoin, où les gens disent Bitcoin va être utilisé pour absolument tout. En général, le Bitcoin maximaliste est aussi associé au fait d'être assez malpoli, malheureusement. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des fondamentaux, derrière l'idée du maximalisme, il y a quand même des fondamentaux économiques et technologiques qui sont corrects. Juste, moi, de façon... moi, j'étais plutôt partie sur... Il y aura une multitude de blockchains qui permettront de répondre à certaines demandes et à certains services. Dans ce cas-là, la valeur que je décrivais tout à l'heure, en fait, la manière dont moi je vois les choses, mais ensuite je comprends aussi ton opinion, c'est de dire qu'en fait, si j'attribue la valeur d'un jeton, si j'attribue à la valeur d'un jeton la valeur de l'utilisation future de ce service, en fait, du coup, dans le cas d'une hégémonie, si tu as plusieurs applications qui sont liées, moi je vais payer plus cher quelque chose dont je pense que ce service va être utile par rapport à le Clubcoin ou la monnaie qui me permet d'acheter plus de comptes. Il y a un point aussi, c'est qu'on est parti sur jetons, on a parlé de jetons et on est tout de suite parti sur ces idées d'utility tokens qui est un modèle où de dire j'émets un jeton et ce jeton va servir à utiliser mon service. Et en fait, ça n'est pas le seul modèle. Par exemple, il y a eu un film qui a été financé sur Ethereum, où les gens ont tout simplement vendu des actions sur la compagnie qui faisait le film et les ont vendu ça directement sur Ethereum. Donc les jetons peuvent aussi représenter de la propriété plus classique, donc peuvent représenter des parts d'immobilier, et donc cette dynamique dans ces cas-là ne se pose pas vraiment. Dernier truc, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de titrisation un peu des 2.0, où on transforme des actifs physiques en tokens, où on tokenise en fait certains actifs réels. Super, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Donc on voit qu'il y a encore des vrais sujets dont on verra à l'avenir comment ils vont évoluer. Ambre, Arthur, merci beaucoup pour ces remarques, c'était passionnant. Merci.